ce moment, il y a un truc qui m'énerve avec One Piece et Eiichiro Oda. Et vu ta tête, je pense qu'il y a aussi un truc qui t'énerve et tu vas me le dire, comme ça on va voir si c'est la même chose. Ce qui m'énerve, c'est qu'un gros con hurle comme un malade pendant ses réactions live. Oui, sur ce coup-là, il a raison. Je vous prie aussi de m'excuser parce que j'ai lu dans quelques commentaires à ceux qui ont perdu des décibels lors de ma réaction live. Mais que voulez-vous que je fasse? Ah, il y a l'arrivée de Zunisha. J'attendais tellement cette arrivée que voilà, c'est la joie de voir le truc. Et en plus, après ce qu'on apprend avec le Gorosei et surtout que le début du chapitre, hein, on va pas se mentir, il était assez moyen et on va en reparler justement un petit peu dans cette critique analyse. Mais moi en ce moment, ce qui m'énerve avec Eiichiro Oda, c'est tout simplement qu'il nous donne des éléments qui apportent plus des questions que des réponses. Ça va faire 25 ans que One Piece existe et Eiichiro Oda nous lâche encore des bombes en fin de chapitre. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus tout de suite parce que ce que j'aime pas, c'est que les bombes qu'il lâche se transforment des fois en pétard mouillé et j'ai un peu peur que ça soit le cas ici. Petit exemple, hein, rien qu'au niveau des derniers chapitres qu'on a eu, le combat de Wizu contre Jinbei, on apprend que c'est un ancien du CP qu'il a dû transporter justement le Gomu Gomu no Mi, que c'est à cause de ça qu'il a eu sa déchéance au niveau du CP, mais après on apprend rien d'autre. La race des Lunaria, on apprend que c'est une race qui est importante, qui peut faire du feu, qu'elle a été totalement détruite, mais on n'a pas eu de flashback, on n'a pas eu d'informations plus que ça. On a fait plein d'extrapolations qui ont servi absolument à rien. Il y a aussi Nika, voilà, on sait que c'est un dieu, on sait qu'il y a peut-être une référence par rapport à Dieu, mais pas plus de trucs. Et c'est ça qui m'énerve, c'est-à-dire que là, on a le Gorosei qui est en train de parler d'un fruit démon vieux de plusieurs centaines d'années, qu'il faut pas qu'il s'éveille, et même qu'ils ont changé le nom tellement il était important, même avec la mise en page, oui, parce que il nous envoie dans tous les sens Eiichiro Oda, c'est-à-dire que même dans cette mise en page, on ne sait pas si le fruit du démon est vraiment lié à Zunisha ou pas, ou si c'est un autre fruit du démon. Comment voulez-vous qu'on fasse une vidéo? Enfin, il y a aucune certitude. Ça part dans tous les sens. Donc, comme d'habitude, on va essayer de faire une critique analyse, mais ça va plutôt se transformer où un mec avec une tasse va vous parler de One Piece et va sûrement, encore une fois, partir en live. Avant de commencer la vidéo, petit coup de pouce au poteau Luffy Sud. Luffy Sud, vous savez, c'est celui qui fait les posters et les lithographies. Et bien, en ce moment, c'est les soldes et il y a 20% sur la boutique. Et en plus, si vous achetez pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits. Alors, on ne perd pas de temps, on y va faire une belle petite commande pour se faire plaisir. Enfin, pas tout de suite, hein. Vous attendez la vidéo et après, vous y allez. Et si vous cherchez les liens, ils sont tout simplement dans la description de cette vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par le combat de Kaido contre Luffy et j'ai une question. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est une question conne, mais si vous pouvez me donner la réponse dans les commentaires, mais punaise, ça m'aiderait tellement. Comment Kaido arrive à avoir un tonneau de saké pour le boire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Il a pas comme fruit du démon le tonneau Tononomi ou le saké Sakenomi, non? Non, il me semble bien. Et je me suis retapé tous les précédents chapitres et il n'y a pas de foreshadowing avec des tonneaux que Eiichiro Oda il aurait placé un petit peu en arrière. Parce que qu'ils boivent du saké, certes, mais le saké lui permet d'avoir une nouvelle puissance, des nouvelles, on va dire, sortes de capacités. L'alcool a certains effets quand même sur le corps et même sur la mentalité. Et ça, comment je le sais? Pas parce que je bois beaucoup, mais comme ceux qui l'ont vu durant la réaction live, eh bien, il s'avère que j'ai un doctorat en mec bourré. Et donc, je connais les effets de l'alcool sur la personne. D'ailleurs, j'ai fait un mémoire. C'était quoi ce mémoire? C'était quelle est la différence entre un bon buveur de saké et un mauvais buveur de saké. D'ailleurs, je l'ai fait en partenariat avec Kaido. Là, je prépare un nouveau mémoire que là, je fais avec Aokiji. Faut-il ou pas mettre des glaçons dans l'alcool? Oui. Quand je me fais chier, je vais voir des mecs de l'univers de One Piece et je fais des mémoires avec eux. Mais oui,
Pourquoi je m'appelle le Doc? C'est pas pour rien. Bref, trêve de conneries. On voit que Kaido arrive à avoir des nouvelles capacités du fait qu'il boit. Comme je l'ai dit, ça fait penser à Rocky, mais j'ai oublié aussi la ref. Et même si j'ai vu certains de ses films, Jackie Chan avait cette capacité. Et même pour ceux qui se souviennent, dans différents jeux de combat, on a justement des mecs avec l'attaque. Ouais, je fais ça parce qu'ils sont un petit peu comme ça. L'attaque du mec ivre. Ça, c'était dans mes souvenirs. Virtual Fighter 2. Si je ne dis pas de conneries, qu'un mec, un vieux qui partait en arrière. Enfin bref, toujours plein de trucs. Il y en a même un autre qui était vachement gros dans King of Fighter. Et lui, il buvait, il crachait même du feu. Mais enfin bref, ça c'est plein. Non, c'est un petit vieux. Bon, enfin bref, je ne sais plus. Mais vous voyez parfaitement de quoi je suis en train de parler. Il s'avère que Kaido a 4 état. Le premier état, c'est le joyeux que tout le monde a. L'alcool joyeux, c'est l'alcool joyeux du départ. Après, il a l'alcool triste. Ça, c'est un petit peu aussi ce que j'ai. Le larmoyant et le mauvais. Il a oublié le 5e état. Le 5e état, c'est le mec lourdingue. Il y en a certains, je sais pas si vous en connaissez, mais quand ils boivent beaucoup trop, ce sont des putains de boulets. Mais mon Dieu, des putains de beaufs. Tout ça pour dire que ce combat, il m'a pas spécialement hypé plus que ça. Et c'est peut-être pour ça que j'en déconne beaucoup en ce moment. Ça reprend un petit peu ce que j'avais dit dans mes dernières vidéos, c'est-à-dire que Ichiroda part dans une optique de faire un combat un petit peu comme celui qu'il avait fait contre Zeto dans le film Z, un combat où on n'a pas de méga transformation, qu'on n'a pas de méga attaque, ils se foutent des mandales chacun à leur tour, et c'est le dernier qui reste debout, et c'est celui-là justement qui va être le plus fort. Et ça va être un combat que je vois qui va être vraiment sur l'endurance et aussi sur la puissance, parce que il y a un truc, je sais pas si vous avez remarqué au niveau des attaques, on le voit surtout quand il y a le coup de boule entre Luffy et entre Kaido, il n'y a plus de contact entre eux, c'est-à-dire que maintenant il y a le haki des rois, mais il y a aussi l'évolution du haki de l'armement en mode offensif, où il n'a plus besoin de toucher pour provoquer des dégâts. Même à un moment, il y a Kaido qui envoie le coup de Kadabo, et Luffy arrive à le dévier par une impulsion de la main. Il y a une évolution dans les combats, et ça reprend, et j'espère que on va partir sur cette optique, c'est-à-dire que là, ici, on va montrer la grosse puissance que va acquérir Luffy grâce au haki de l'armement et la maîtrise du haki des rois. On sait que dans le précédent arc, ça a été surtout une maîtrise du haki de l'observation, de voir un petit peu le futur. Et pour ceux qui l'ont aussi remarqué, regardez bien le combat. À un moment, on voit que Luffy, il y a une concentration sur le regard de Luffy. Ça veut dire qu'il anticipe, c'est-à-dire qu'il voit dans les futurs le coup que Kaido va envoyer, et c'est comme ça qu'il arrive directement à le contrer. C'est-à-dire que maintenant, il ne fait plus des esquives de l'attaque, il va carrément contrer la puissance que donne Kaido. Le combat final qu'il va y avoir, c'est vraiment une attaque qui va être que sur la puissance brute, et je ne pense pas qu'il va y avoir une transformation qui va être amenée. La transformation, elle va être pour bien plus tard. Là, ici, on est sur la maîtrise du haki des rois et du haki de l'armement. Et ce combat, c'est beaucoup de pages de chapitres où on a des sortes de passes d'armes, et après on arrive sur les dernières pages où c'est le Gorosei, et là pareil en 2-3 pages, Ichiroda nous retourne le cerveau. Alors, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est-à-dire que Nico Robin va sûrement mourir, et c'est l'eau normalement qui devrait le sauver, c'est un petit peu comme ça que je vois la chose, eh bien, c'est un petit peu vers quoi on se dirige, enfin surtout la mort de Robin, parce que là le Gorosei dit, quand il y a 2 empereurs qui combattent, obligatoirement il doit y avoir des dommages collatéraux, et si une certaine Robin meurt, eh ben il n'y a pas de souci. Et là on arrive sur un point très important, c'est-à-dire que la puissance de Robin est telle alors quand je parle de puissance, je parle pas de puissance au niveau guerrier, au niveau puissance de combat. C'est-à-dire que elle est tellement importante grâce à son savoir, et le savoir qu'elle peut déterrer et mettre en danger carrément le gouvernement mondial. Je sais plus c'est qui disait ça, mais le pouvoir, c'est le savoir. Et
le gouvernement mondial, le Gorosei, ne veut plus prendre de risques. C'est-à-dire qu'elle doit mourir. Si le gouvernement mondial a effacé de l'histoire 100 années, ce n'est pas pour rien. Et donc, Robin, il faut absolument qu'elle soit protégée. Maintenant, on va parler, parce que c'est ça qui va faire la grande partie de la vidéo, le fruit du démon. Le fruit du démon dont parle le Gorosei, et tel que la mise en scène est faite au niveau de la trame narrative des cases, on peut avoir un doute sur le fait que on parle ou pas de Zunisha. Zunisha, déjà, pourquoi il est là? Je vous avais dit il y a pas mal de temps que Zunisha allait arriver, tout simplement parce qu'il permet de contrer l'ultime menace face à Wano Kuni, qui n'est pas Onigashima et le fait qu'il va s'écraser. Le gros problème, la grosse puissance qui peut faire très très mal au niveau de Wano Kuni, c'est tout simplement l'arrivée du gouvernement mondial et qui va déclencher un Buster Call. Il faut savoir que Wano Kuni n'a pas de flotte, donc ils ne peuvent pas contrer une menace qui vient de la mer. Les pirates qui sont là, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir. La flotte de Kaido, elle n'est pas en état de pouvoir combattre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous bourrés ou ils sont tous presque HS. Donc, le gouvernement mondial, quand il arrive, eh bien, s'il déclenche un Buster Call, personne va pouvoir niquer les bateaux. À un moment, on voit que Momonosuke hurle, et peut-être que son hurlement de détresse a parcouru les océans pour arriver jusqu'à Zunisha, et donc Zunisha, pour répondre à l'appel de détresse de Momonosuke, est arrivé. Là, par contre, il y a un petit problème. Quel est le problème? C'est-à-dire que Momonosuke, il a hurlé il y a pas longtemps, il y a quelques heures, et donc Zunisha, c'est pas Bibi et le coyote. C'est-à-dire qu'il ne peut pas traverser les océans vraiment très très vite. Ce qui veut dire que si Zunisha est présent actuellement, c'est-à-dire qu'il a dans l'idée de venir à ce moment précis depuis plusieurs jours. On sait qu'il erre depuis plus de 1000 ans. De ce fait, il y en a certains, et je l'ai lu dans les commentaires, pensent que c'est par rapport à un devoir qu'il a et qu'il doit protéger Wano Kuni. On sait que Toki justement a parlé d'une prophétie qui allait arriver au niveau de 20 ans, et donc il erre dans le monde de One Piece depuis plusieurs milliers d'années pour arriver à cette quête finale, d'arriver à Wano Kuni à cet instant T pour participer à cette prophétie qui avait été mise en place par Toki. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que c'est vachement gros, c'est vachement énorme, et parfois la solution la plus simple est parfois la meilleure. Et moi, je pense que si Zunisha est ici, c'est que à la fin de l'arc Zou, eh bien, Momonosuke ainsi que Kinemon, je crois, sont restés pour parler avec Zunisha, pour mettre quelque chose en place. Et peut-être que, justement, ils se sont dit, ok, Zunisha peut vraiment nous aider, parce que il faut savoir qu'au moment qu'ils vont partir de Zou, ils ont déjà la date de l'attaque contre Onigashima. Ils savent que c'est au moment du Festival du Feu, où tout le monde va être sur l'île, qu'il y a un élément où ils vont tous être regroupés, donc pour lancer une attaque, c'est vraiment plus facile. Donc la date de l'attaque, elle est déjà donnée. Et ils se sont sûrement dit que Zunisha peut vraiment être un gros plus au niveau de cette attaque. Donc Momo a dit à Zunisha, il faut que tu viennes à telle date. Nous, on va partir plus vite parce que nous, on a des bateaux et les bateaux vont plus vite que toi. On va mettre en place la rébellion et après, toi, tu arrives pour nous donner le dernier coup de main. Et je pense que si Zunisha est arrivé ici, c'est parce que Momo lui a demandé de venir pour participer tout simplement à cette guerre finale sur Onigashima. Oui, alors là, j'ai fait une petite transgression vers Zunisha. Maintenant, on va parler vraiment du fruit du démon qui est en train de parler le Gorosei. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pas été plus loin, au niveau de la trame narrative, de la façon dont sont mis les cases, le Gorosei, on sait que
il ne parle pas avec les mecs de la marine qui sont sur le bateau. C'est absolument impossible. Le Gorosei sont seulement en train de parler entre eux. Ils parlent qu'il y a eu un problème au niveau de la rêverie. Ils parlent qu'il y a un problème avec un fruit du démon. Et le fait de mettre Zunisha juste en dessus est peut-être un élément narratif pour nous faire prendre conscience que le fruit du démon que le Gorosei est en train de parler est justement lié à Zunisha. Ce qui veut dire que Zunisha aurait bouffé un fruit du démon. J'hésite entre deux solutions. Soit c'est une sorte de géant qui est de la race des Oses qui aurait mangé le fruit du pachyderme. Alors oui, je sais, il y en a certains qui vont dire le fruit du pachyderme a déjà été mangé, enfin a déjà été mis dans l'arme qu'avait Spandam, qu'on voit ça au niveau de Enies Lobby, sauf que c'est pas les mêmes éléphants. Alors, il y en a. Alors après, je sais pas quelle pourrait être un petit peu la différence au niveau de l'appellation, mais on va dire qu'il va y avoir les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie. Ceux qui ont des grandes oreilles, ceux qui ont des plus petites oreilles. Après, on sait aussi que Ishiroda s'est inspiré d'un éléphant qui a été fait par les dessins de Dali. Donc peut-être qu'encore une fois, il a peut-être utilisé un fruit qui serait dérivé de cet animal-là, même si on sait qu'il n'existe pas. Il n'existe pas dans notre monde des éléphants qui mesurent plusieurs milliers de mètres de haut, mais on peut imaginer que c'est un fruit du démon du pachyderme qui aurait été mangé par une créature de la race de Oz. Alors, il y en a aussi qui vont me dire... Ça peut pas être un fruit du démon parce que Zunisha marche sur l'eau. Alors, il faut savoir que même s'il y a de l'eau, ils perdent une partie de leur puissance, mais ils peuvent quand même marcher. Ça, Ishiroda l'avait dit une fois dans SBS, en expliquant que un possesseur de fruit du démon peut quand même prendre une douche ou prendre un bain. Il ne fait seulement que perdre une partie de sa puissance, une partie de sa force. L'autre chose que je pense, Zu, c'est directement un pachyderme qui aurait mangé le fruit du démon du géant. Voilà, c'est con. Encore une fois, la chose la plus simple semble la plus logique, c'est que voilà, il a bouffé le fruit du géant et il est devenu en mode géant tout le temps et il reste comme ça parce qu'il est condamné il est condamné à quoi? D'ailleurs, ça c'est une très très bonne question sur cet élément-là. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que il a participé à la guerre pendant le siècle oublié et qu'il n'a pas accompli une certaine chose, ou alors il a trop détruit des personnes et donc il est condamné c'est-à-dire qu'il a détruit des nations entières et là il est condamné à faire survivre, à protéger une nation toute sa vie. La chose est que si le Gorosei ne parle pas de Zunisha, parce que si dans la façon dont Ishiroda nous a dessiné les planches et nous amène à penser que le fruit du démon est celui de Zunisha alors que ce n'est pas le cas, quel pourrait être le fruit du démon? Alors j'en ai beaucoup qui m'ont dit le doc c'est sûrement le fruit du démon de Luffy qui peut éveiller, qui peut arriver des trucs. Pour moi c'est pas ça. Pourquoi? Parce que ils sont au courant que c'est Luffy qui a le fruit du démon depuis très très longtemps et je pense que si ce fruit du démon était aussi dangereux, ça ferait longtemps qu'ils auraient niqué la gueule de Luffy parce que ils vont pas attendre, sachant que le mec, c'est un dit, hein, Monkey D. Luffy, petit-fils de Garp, fils de Monkey D. Dragon. Je pense qu'ils se doutent qu'ils devraient avoir surtout l'évolution dingue de sa puissance. Je pense qu'ils se seront dit, ok, le mec, il a l'air quand même de bien se démerder avec ce fruit du démon, c'est sûr qu'ils veulent l'éveiller. Et si ce fruit est éveillé, il devient hyper dangereux, faut peut-être lui niquer sa race avant qu'il le fasse. Donc je pense que ça ferait quand même, une fois qu'il a niqué Moria, ou même une fois qu'il avait niqué Crocodile, qui était quand même un Shichibukai, qui était pas n'importe qui, je pense qu'ils auraient dit, ok, lui, on va lui niquer sa race. On le laisse même pas aller plus loin. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit ce fruit-là. Après, on a quel fruit? On a le Openomi. Et là, ça vient un petit peu balancer quelque chose. C'est-à-dire que le fruit du Openomi, on sait que Doflamingo avait dit que c'était un fruit qui était recherché par le gouvernement mondial, qu'il avait un pouvoir vraiment énorme et qu'il a changé de nom. Openomi, c'est le fruit du bistouri. Alors, le fruit du bistouri,
Là, c'est Law qui l'a eu. Law qui, étant enfant, a fait des études en médecine. Il avait des parents médecins. Imaginez que Luffy ait eu le fruit du Openomi. Vu son intelligence, il aurait pas eu la même maîtrise. Et donc, je pense que en vérité, le Openomi n'est pas le fruit de Bistouri, et justement qu'il a peut-être été changé comme nom, mais c'est le fruit de la transformation ou le fruit démon du transfert. C'est-à-dire que ça permet à l'utilisateur de pouvoir tout transférer. Et justement, le truc final, c'est de pouvoir transférer la vie d'une personne dans une autre personne. Et c'est-à-dire que si quelqu'un a ce fruit du démon, il peut peut-être avoir la vie éternelle du fait que il peut transférer la vie des gens en lui pour justement atteindre cette sorte d'immortalité. Et donc, ça serait presque un fruit du démon divin. Et la personne qui aurait ce fruit aurait un pouvoir absolument incroyable. Et c'est peut-être pour ça que, justement, ce fruit le nom a été changé. Et donc, le fruit important, ça serait le fruit de l'eau. Sauf que, encore une fois, on arrive sur le même problème qu'avec Luffy, c'est-à-dire que ce fruit du démon, il est connu par le gouvernement mondial, ils ont changé le nom, ils pensaient qu'il n'existait pas, et l'eau a été un Shichibukai, il a une utilisation, ils connaissent l'utilisation que fait l'eau de ce fruit, donc ils doivent se douter que, attends, ce fruit-là, c'est sûrement le fruit qui est dangereux, et imaginons qu'il puisse être éveillé, il peut faire des trucs absolument dingues, donc on va lui niquer sa race. Donc, le fruit du démon dont parle pour moi le gouvernement mondial, c'est un fruit qui n'avait plus d'existence depuis des centaines d'années. Et là, on arrive sur un truc absolument dingue, et c'est ce fruit-là que je pense qu'il parle, c'est tout simplement le fruit de Toki, le fruit qui permet de voyager dans le temps. Alors Ishiroda a mis une barrière, c'est-à-dire que il ne peut y avoir qu'un mouvement dans le temps que vers le futur. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas revenir dans le passé. Et je pense que justement, l'éveil de ce fruit, c'est de pouvoir se déplacer dans le temps, en amont, comme en aval. Et pourquoi pas même un truc de fou, c'est-à-dire que l'éveil de ce fruit permettrait carrément de figer le temps. Et ça devient un fruit absolument diabolique. Maintenant, pourquoi le gouvernement mondial n'en a pas entendu parler avant? Eh bien, c'est hyper simple. C'est parce que Toki, elle a voyagé dans le temps, donc elle ne fait pas partie d'une certaine timeline. Elle est arrivée il y a plus de 20 ans avec Oden. Elle a été sur Wano Kuni. Wano Kuni qui était une barrière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information qui partait à l'extérieur de Wano Kuni. Elle est morte il y a 20 ans. Et ce qu'il faut savoir aussi surtout, c'est que le gouvernement mondial n'avait aucune information de ce qui se passait à l'intérieur de Wano Kuni. Pourquoi? Parce que les armes, il ne l'achetait pas directement à Orochi, il l'achetait à Doflamingo, qui était justement ce relais entre Orochi et le gouvernement mondial, enfin plutôt Kaido. Et comme Doflamingo est mort, le CP0 a dû venir sur Wano Kuni pour négocier avec Orochi l'achat des armes. Et là où ça devient dingue, c'est-à-dire que c'est en entendant Orochi complètement divaguer avec des sortes de fantômes qui ont voyagé 20 ans dans le temps, qui sont revenus normal. Il faut savoir aussi l'autre chose qui est très importante, c'est-à-dire que les samouraïs étaient présents au niveau de Dressrosa. Ils ont parlé au niveau de la rêverie de ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. Ils ont peut-être fait le lien entre les samouraïs, les élucubrations de Orochi, et là le gouvernement mondial, enfin le CP0 a dit attends, l'autre qui est en train de nous parler qu'il y a des mecs qui sont morts il y a plus de 20 ans, qui sont présents ici, qui ont fait une sorte de voyage dans le temps, ce qui signifie que la personne qui possède le fruit du démon était toujours vivante et qu'elle était à Wano Kuni et qu'elle est morte il y a 20 ans, et donc que le fruit du démon est toujours peut-être présent. Et c'est là où ça serait complètement dingue, ça serait que la personne qui détient le fruit du démon, du voyage dans le temps, serait Iori. Voilà moi ce que je pense
haut niveau de ce fruit du démon qu'ils ont justement dû changer le nom parce qu'il était hyper dangereux. Pareil, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quelles sont vos théories. Voilà ce qu'il y avait à dire pour cette critique analyse, j'espère que vous l'aurez apprécié. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas. Comment veux-tu qu'on fasse une vidéo sur ce chapitre 1037? Ah, je sais pas, 1037, je sais même pas le titre du chapitre. Mes théories sur la suite, quelques théories d'ailleurs que je suis en train de faire et qui quelquefois se réalisent. Et ça, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Comment veux-tu... Non, pas ça. Comment veux-tu que je... Pourquoi j'ai fait cette blague? Elle est nulle. Qu'ils ont changé le nom et en plus cet enfoiré, oui je le dis, j'en ai rien à foutre, moi je le dis, cet enfoiré d'Eiichiro Oda, il quoi, j'aurais peut-être pas dû aller aussi loin, sur ce coup-là, il a parfaitement raison. Je vous prie de m'excuser à tous ceux qui ont perdu certaines décibels lors de la réaction. C'est dur ce matin, c'est dur. Planqué justement sous les cailloux, ça c'est une très bonne question. Oui, je sais, c'est pas ça. Carrément planqué là-haut. Oui, on n'a même pas eu de... J'ai du mal en alcool et j'ai déjà fait une première maîtrise avec savoir quel était un bon buveur, quelle était la différence entre un... On va la recommencer. On se donne rendez-vous pas la semaine prochaine parce que tout simplement je viens de roter comme un con.